Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Franck de la chaîne Immomilion, Franck que je connais bien et que j'ai eu aussi en tant que client. Et on est là ensemble pour discuter d'immobilier, pour parler un petit peu de son patrimoine, de sa vision des choses sur l'immobilier. Donc avant de démarrer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Franck, je veux bien que tu te présentes et que tu nous présentes un petit peu quel est ton patrimoine là à l'heure actuelle et dans quelle région un petit peu tu te situes de ton côté. Yes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, Ben. Ça fait plaisir de faire cette interview avec toi. C'est vrai que, comme tu as dit, on se connaît depuis un moment. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Knoschel. Je suis le fondateur d'Immo Million, qui est du coup une société où on accompagne les personnes à investir dans l'immobilier et à transformer leur vie au travers de ça. Et j'insiste là-dessus parce que je pense, aujourd'hui, je suis vraiment persuadé que l'immobilier peut apporter une réelle transformation dans la vie des gens, comme ça l'a fait dans la mienne, pour pas raconter toute ma vie, mais pour me présenter rapidement. Je suis un ancien salarié. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et puis j'ai commencé à travailler à l'âge de 18-19 ans dans les ascenseurs. J'étais technicien en ascenseur et du coup, j'avais un revenu correct. Voilà, je gagnais à peu près 2 000 € par mois. Euh, et très vite, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas à répondre à mes ambitions, à mes rêves, à ma vision, etc. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans une source de revenus alternatifs. Du coup, je me suis vraiment intéressé à l'immobilier. J'ai mis des actions là-dedans. J'ai pu acheter mes premiers biens en 2017. Donc, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans à présent, 3 ans. Donc, j'ai commencé par un appartement. L'année d'après, j'en ai acheté un autre. L'année d'après, du coup, 2019, j'en ai acheté encore deux autres. Là, je suis en cours d'acquisition d'un ensemble immobilier, un immeuble. Donc, aujourd'hui, ça représente à peu près 500, 600 000 € de patrimoine pour à peu près 2 000 € de cash flow mensuel. Voilà un peu ce que ça représente. Donc, 2 000 € aujourd'hui, je ne suis pas le roi du pétrole, je ne roule pas en Ferrari, mais par contre, ça m'a permis de quitter mon emploi, de créer Immo Million et puis de me consacrer à 100% à cette activité-là et du coup à vivre à 100% de ma passion aujourd'hui. Cool. Qu'est-ce qu'a fait finalement, là tu disais à l'heure actuelle, tu as 2000 euros de cash flow, on parle bien de cash flow net de chez net pour le coup, après impôt, on est bien d'accord là-dessus. Bien sûr, toujours. Et qu'est-ce qui fait que finalement derrière, tu as quand même gardé une autre activité en plus, donc tu disais le développement d'immobilier, et donc tu gardes cette activité-là en plus de continuer finalement à chercher d'autres biens et à continuer à vouloir développer ton patrimoine. Exactement. Donc, il faut savoir que Immo Million, je l'ai lancé, j'ai vraiment commencé à accompagner des personnes début 2019, janvier 2019. Euh, et donc là, j'étais encore salarié. J'ai quitté le salariat le 31 décembre 2019 seulement. Donc pendant un an, en fait, j'investissais en immobilier, j'avais l'activité de salarié et j'avais du coup Immo Million. Ça commençait à faire beaucoup. Donc à un moment, il a fallu faire un choix et c'était soit je continue à être salarié et continuer à investir, soit je mettais un petit peu en pause ou parce que forcément la situation d'entrepreneur, de jeune entrepreneur, si je peux dire, elle est plus instable que le salariat en CDI, etc. Donc, c'était un choix à faire. J'ai fait ce choix et aujourd'hui, si j'ai ces deux activités, déjà, je pense que l'immobilier et puis l'activité professionnelle, l'entrepreneuriat ou le salariat, c'est deux choses complètement différentes. Euh, Si demain je m'arrête de travailler, malheureusement, j'ai plus vraiment de revenus qui tombent. Si demain j'arrête de chercher des biens, j'arrête de faire des offres, j'arrête d'investir, j'ai toujours les biens que j'ai acquis jusque-là qui tombent. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et puis, c'est le principe d'actif. Et je vais aller Et plus loin même. C'est en fait des actifs, j'ai envie de dire des actifs passifs, des revenus passifs. Et puis, le salariat ou bien l'entrepreneuriat, c'est plus un revenu actif où en fait, tu es obligé d'être là. C'est deux choses complètement différentes, quoi. ça me fait penser une question que j'avais pas du tout prévue, mais étant donné que tu t'es lancé hyper jeune au final, tu disais tu as 24 ans maintenant, enfin, tu t'es lancé quand même très très jeune et bravo à toi pour ça. Est-ce que tu penses que tu te serais lancé, tu aurais démissionné de ton boulot de salarié, te lancer pleinement dans le développement de ton entreprise si tu n'avais pas déjà eu ton patrimoine immobilier et tes 2000 euros qui tombaient par mois? Non, jamais. Moi, jamais. D'autres personnes, sans doute. Et aujourd'hui,
il y a des personnes qui, comme on dit, burn the boat, ils brûlent le bateau. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Je suis quelqu'un qui est peut-être peureux de nature ou en tout cas sécuritaire. Et non, je pense que je me serais jamais lancé, même si mon activité aujourd'hui me permet vraiment de bien vivre, mais je me serais jamais lancé si j'avais pas eu cette sécurité derrière, quoi. Aujourd'hui, voilà, on dit 2 000 € de cash flow. Bien sûr, le cash flow, ouais, c'est ce qui fait rêver et tout ça, c'est ce qui permet de vivre, mais derrière, il faut quand même savoir qu'il y a un patrimoine qui s'autofinance, que demain, si j'ai besoin de cash, ben, je peux simplement revendre un bien, je peux peut-être faire un autre montage qui me sortira du cash. Donc, en fait, plus tu mets des choses en place et plus tu avances et plus tu as de chemins et de carrefours possibles. C'est-à-dire quelqu'un qui se lance aujourd'hui, ben, il a peut-être 2, 3 chemins. Peut-être que je vais aller vers la bourse, peut-être que je vais aller vers l'immobilier, peut-être que je vais aller vers l'entrepreneuriat. Mais tu pars d'un carrefour de base et plus tu vas avancer, c'est comme des racines en fait qui s'étendent. Plus tu vas avoir d'opportunités, de choses qui vont se mettre en place et plus c'est simple en fait et moins, enfin plus tu avances et moins tu te sens, comment dire, plus tu te sens en sécurité en fait, puisque tu as toujours un plan B, un plan C, un plan D et un plan Y, quoi. Ouais, c'est intéressant. Je me retrouve complètement dans ton profil. Je pense que là-dessus, on a à peu près le même profil de sécuritaire et de vouloir se lancer, mais en ayant un peu ce côté besoin de sécurité derrière, ce qui nous a permis justement de se lancer dans des projets comme ça annexes grâce à l'immobilier. Ouais. Si Et on si rentre je dans le vif peux, du... Ouais, vas-y. ouais, si je peux encore dire un truc là-dessus, c'est que aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes, un peu aussi comme moi, puis je pense que c'est un peu le revers d'Internet et de tout ce qu'on voit, des vidéos un peu avec des poussières dans les yeux, etc. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ouais, j'en ai marre d'être salarié, je veux quitter le salariat le plus vite possible, être indépendant financièrement, avoir la vie de mes rêves, etc. Oui, c'est bien, mais je veux dire, la vie est longue. Enfin, la vie est courte, mais la vie est longue en même temps. On sous-estime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Et je pense qu'il ne faut pas non plus être trop pressé. Et au contraire, si je fais le rapport avec l'immobilier, le fait d'avoir un CDI, d'avoir un poste stable, etc., ben, c'est le meilleur levier aujourd'hui pour les banques, surtout avec la situation actuelle, les dernières mesures, les dernières recommandations, etc. C'est un excellent levier pour accélérer. Et puis, ce que j'ai fait aujourd'hui en quand même assez peu de temps en immobilier, je n'aurais pas pu le faire si j'étais encore une fois, un entrepreneur qui se lance ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, complètement. Enfin, je sais que moi, j'ai démarré l'investissement immobilier quand j'étais encore salarié aussi et je peux que remercier. Ça m'a énormément facilité les tâches. Et ouais, on peut jamais savoir, je pense. Je sais pas si j'aurais réussi à en être rendu au stade où j'en suis avec mon patrimoine sans avoir le job de salarié, mais je pense que tu as complètement raison dans le sens où ça aurait été beaucoup plus compliqué, à mon avis, que ça ne l'a été. Et tu disais quelque chose d'intéressant. Tu dis qu'en effet, on parle vachement de cash flow et sur Internet, on voit un peu tout et son contraire. Et des fois, c'est un peu plein de strass et paillettes l'immobilier. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus sur toi qui es aussi sur YouTube depuis un certain temps. Quelles sont les 2, 3 choses que tu vois sur Internet qui sont à ton sens soit non précises, soit pas forcément vraies ou qui te paraissent peut-être un petit peu surévaluées finalement vis-à-vis de la réalité vraiment du terrain, toi qui as maintenant une vraie expérience dans le côté investissement immobilier? C'est une bonne question. C'est vrai que, enfin, je vais vraiment citer personne ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une différence entre, comme tu dis, la réalité du terrain et ce que tu peux voir sur Internet. Et je dis vraiment malheureusement, c'est comme ça. Parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent le résultat sans vendre le chemin à parcourir. Et le résultat, il peut être vraiment incroyable. Moi-même, je vis quelque chose d'épanoui par rapport à 5 ans en arrière, par exemple. J'ai accompagné des personnes qui ont pu transformer leur vie, mais vraiment, où on est passé d'un job à la limite du burn-out à aujourd'hui une vie beaucoup plus épanouie, etc. Donc, il y a vraiment des résultats incroyables, mais il ne faut pas du tout sous-estimer le chemin qu'il y a à parcourir quand même. Je pense que tout est atteignable, que les seules limites sont celles que tu te fixes toi-même dans ton état d'esprit, mais tout est atteignable pour ceux qui s'en donnent les moyens. Et j'insiste là-dessus. Et il y a une phrase que je dis souvent, c'est l'immobilier, c'est simple, mais c'est pas facile.
C'est-à-dire que c'est simple, il n'y a pas besoin de bac+5, il n'y a pas besoin de faire des calculs mathématiques savants ou je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas bac+5, hein, je me suis arrêté après le bac. Par contre, c'est pas facile parce que oui, il faut se bouger, faut aller visiter, il faut faire des offres et ça prend du temps et il y a des refus, il y a des moments compliqués, il y a des moments durs. Et je pense que ça, aujourd'hui, une vidéo YouTube ou une formation en ligne ne vous le dit pas forcément, quoi. Ouais, je suis Et complètement d'accord. C'est vrai que rarement on va entendre, je pense à un exemple que j'ai eu cette semaine, un chauffe-eau qui a explosé dans l'un de mes immeubles et du coup on a un beau dégât des eaux à gérer. Et je pense que ça fait partie finalement, maintenant je le prends vraiment avec le sourire parce que je commence à avoir un peu plus d'expérience, etc. Mais je pense que c'est des choses qu'on n'évoque pas forcément assez sur Internet et montrer un peu l'envers du décor et prendre conscience aussi que le cash flow, bah, même si on fait 2-3 000 euros de cash flow ce mois-ci, bah, je prends mon exemple typiquement de cette semaine vu que ça m'est arrivé, mais le cash flow va servir aussi, mine de rien, à remplacer le chauffe-eau. Et aussi, je pense que je le dis avec le sourire parce que justement, le cash flow me permet de ne pas avoir d'inquiétude d'un point de vue cash pour remplacer justement ce dégât que je peux avoir. Je pense que toi aussi, de ton côté, tu as dû avoir des galères aussi de ce type-là dans des appartements ou autre. ouais, ça peut être des galères des réparations à faire, des choses comme ça. Après, c'est pour ça qu'il faut se former, qu'il faut faire les choses bien et qu'il faut avoir ce cash en prévision, justement. Mais après, il peut y avoir des galères aussi humaines, hein, finalement, je pense à des impayés. Heureusement, ça m'est jamais arrivé encore, mais des retards, des choses comme ça, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'il y a vraiment il faut vraiment je pense que pour ceux qui nous regardent et que si quelqu'un nous regarde et qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, euh, je pense que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas forcément la personne qui a les résultats que vous avez. Et avant avant de vouloir avoir les résultats, il faut vouloir devenir cette personne. Et je pense que c'est réellement un état d'esprit à avoir d'investisseur il faut mettre de côté l'émotionnel, etc. Et puis, typiquement, je prends ton exemple, un dégât des eaux, ok, tu as deux choix. Soit tu réagis en panique et puis tu t'en mords les lèvres et puis tu t'es stressé comme je sais pas quoi. Ou alors, ben, tu réagis en tant qu'investisseur, tu sais que ça, c'est une possibilité qui a pu arriver, désormais c'est arrivé, donc ok, quelles sont mes solutions, comment je réagis, quelles sont les choses que je mets en place et puis rester toujours rationnel et dans le bon état d'esprit d'investisseur, tout simplement, quoi. C'est intéressant parce que je me rends compte qu'on peut très vite dériver sur une conversation développement personnel, mais je pense que ça a une énorme importance finalement dans l'investissement immobilier. Et comme tu le disais, finalement, ça dépend. Tu as deux choix finalement quand la situation arrive. Et tu peux aussi te demander quelle leçon tu vas en tirer derrière finalement de ce qui s'est passé et t'assurer que ça ne va pas se reproduire et voir aussi les avantages, mine de rien, à cette situation-là pour la suite derrière. Et, Ouais. et je pense qu'il y a des choses qui changent vraiment la donne, mine de rien, ce côté développement personnel que tu apprends petit à petit dans ta vie d'investisseur immobilier. Ouais, et puis je pense que aujourd'hui, enfin bon, forcément, moi je m'intéresse à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Donc, si j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, que ce soit des investisseurs, mais aussi que ce soit des coachs ou des personnes qui aident les entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on retrouve énormément ce côté développement personnel du côté entrepreneur, mais très peu du côté investisseur. Et pourtant, je pense que c'est essentiel. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux apporter aussi aux personnes que j'aide. C'est parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de théorie, on parle beaucoup de technique. Alors oui, c'est important d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes stratégies, etc. Mais une stratégie n'est rien sans un passage à l'action. Et un passage à l'action, c'est 10% de théorie et 90% d'état d'esprit et d'action, quoi. Et je pense qu'en ce moment-là, l'état d'esprit est plus qu'important étant donné que c'est de plus en plus challengeant d'obtenir des prêts bancaires pour l'immobilier. Je pense que tu dois être dedans en plus avec ton nouveau projet. Je suis en plein dedans à l'heure actuelle, on en a parlé ensemble. J'ai un sacré taux d'endettement qui dépasse les 50%. Et on en discutait avec d'autres investisseurs immobiliers. Quelles sont selon toi maintenant les choses qu'on doit faire, soit l'état d'esprit qu'on doit avoir ou comment présenter son dossier pour obtenir son prêt bancaire, sachant que les conditions se sont énormément resserrées ces 6 derniers mois. Ouais. Déjà, pour mettre un peu dans le contexte, euh, encore une fois, il faut bien différencier toute la panique et tout le buzz qu'il peut y avoir sur Internet et ce qu'il y a en réalité. Euh,
à la base, ça vient d'où? Ça vient du HCSF, qui est le Haut Conseil de sécurité financière, qui a dit euh, OK, les ménages français sont surendettés. Il y a eu une croissance incontrôlée, si je peux dire, de l'évolution de l'encours des Français, enfin des Français. Donc, on est passé de 1 milliard à 1,3 milliard de crédits, enfin de dettes finalement pour les ménages français. Et du coup, ils ont dit OK, plus de durée d'emprunt au-delà de 20 ans et plus de taux d'endettement au-delà de 33%. Ça, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été recommandé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que oui, les règles se sont durcies, les règles du jeu se sont durcies. Les projets qui avant passaient très bien parce qu'ils étaient très bien présentés et parce qu'ils sont bien faits, ils passeront toujours, même s'ils ne répondent pas forcément à ces deux critères, puisque notamment ce qui a été dit, c'est que 15% des dossiers, enfin, il peut y avoir 15% d'exceptions c'est-à-dire 15% des dossiers qui peuvent ne pas rentrer dans ces règles-là. Et puis aujourd'hui, on a toujours des agences qui vont appliquer ces règles strictement et d'autres qui vont le faire beaucoup moins. Donc, les dossiers qui étaient bons, ils continueront de passer. Les dossiers qui étaient instables, ils vont avoir plus de mal à passer, tout simplement. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut changer à partir de maintenant? Je pense qu'il n'y a rien à changer, mais il y a des choses à améliorer. Et aujourd'hui, il faut plus que jamais être professionnel. Et je parle vraiment des fondamentaux. Ça veut dire toujours pouvoir se mettre à la place du banquier, finalement. Et puis, qu'est-ce qu'il veut? Aujourd'hui, un banquier, tout ce qu'il veut, c'est prendre le moins de risques possible. Donc, si on parle des fondamentaux, c'est avoir toujours une épargne de sécurité, avoir le plus d'épargne possible, avoir des comptes sexy, des comptes propres, c'est-à-dire ne pas faire des dépenses n'importe comment et montrer qu'on est capable d'épargner, montrer qu'on est quelqu'un de responsable. Et surtout, et plus que jamais dans une situation de crise où en plus avec tout ce qui se passe, je fais le lien avec ça n'a peut-être aucun lien, mais le terrorisme et les trucs comme ça, voilà, il faut pouvoir montrer il faut mettre en avant le relationnel et plus que jamais, c'est important d'avoir une bonne relation avec les gens et ça passe par des contreparties. Donc là où avant, vous négociez peut-être un taux à 1,25 plutôt que 1,30, peut-être qu'on peut lui laisser ça, peut-être qu'on peut donner des contreparties en plus. Et le but, c'est pas de faire un one shot. Certains vont peut-être vouloir faire un one shot. Moi, c'est pas mon cas. Je vise vraiment une relation long terme avec les partenaires et ça passe par des deals gagnant-gagnant, toujours plus. Donc, il faut toujours rester dans cet état d'esprit-là, être cohérent, professionnel et rassuré, en fait. Quelque chose que le banquier ne va pas comprendre, quelque chose que le banquier ne va pas quelque chose qu'il ne va pas comprendre, il ne veut pas le suivre. Hein. Si demain je viens te voir et je te dis prête-moi de l'argent pour un projet de soucoupe volante au-dessus de la France, tu ne comprends pas, jamais de la vie tu me prêteras de l'argent là-dedans. Si je te mets des plans sur la table et que je t'explique, voilà, ma soucoupe volante, elle va décoller grâce à cette énergie et puis il va se passer ça et ça, ok, tu es plus à même de me prêter de l'argent parce que tu comprends le projet et tu vois le potentiel avec moi. En fait. Donc ça, c'est plus important que jamais. Quoi. Ouais, je pense que tu as soulevé un point hyper important, le côté plus partenariat en fait avec son banquier et pas le voir juste uniquement en one shot. C'est vrai que si je prends du recul, on en a déjà parlé ensemble, mais je parle bien avec résidence principale inclus à 900 000 euros de dette et tout ça c'est fait avec la même banque. Et là, sur un nouveau projet, je sollicite toujours la même banque parce que je cherche vraiment à créer ce vrai partenariat. Et je sais, comme je dis toujours, on n'est jamais marié avec sa banque. En fait, je ne dis pas que ça sera éternel, mais tant qu'on peut créer ce partenariat, quitte à faire comme ce que tu disais, en fait, et laisser des fois quelque chose. Genre, j'ai pleinement conscience que j'ai pas forcément les meilleurs taux d'intérêt, que je leur laisse par exemple toutes les assurances. Je sais pas si c'est des techniques aussi toi que tu utilises, mais leur laisser des choses comme ça finalement pour que eux aussi, en fait, le partenariat soit gagnant-gagnant et pas qu'il y ait un gagnant et un perdant finalement. Ouais. En fait, il faut bien différencier tout ce qui est les garanties que tu vas pouvoir donner, qui est finalement de l'apport, qui est un nantissement, qui va être l'hypothèque que les banques vont prendre sur le bien ou sur d'autres biens éventuellement, ou le cautionnement. Ça, c'est tout ce qui est garanti. Et ensuite, tu as vraiment les contreparties. Et les contreparties, c'est ce qui va faire gagner de l'argent à la banque. La banque, ça reste une entreprise. Son but, c'est quand même d'être rentable à la fin de l'année. Et aujourd'hui, sur un taux à 1,5%, elle ne gagne pas beaucoup d'argent, la banque. Donc, là où elle va gagner de l'argent, c'est sur tous les produits annexes, comme tu l'as dit, les assurances, notamment les assurances des biens, etc. Ça peut être des assurances voitures,
peut être des forfaits mobiles, ça peut être des systèmes d'alarme. Les banques vendent des systèmes d'alarme ou des trucs comme ça. Voilà, tout ça, c'est là qu'ils vont vraiment gagner de l'argent. Et plus vous allez avoir d'argent dans cette banque et plus, je dis toujours, soyez, enfin, peut-être pas forcément la meilleure métaphore, mais soyez un bon fromage, soyez appétissant. Et plus vous allez avoir d'argent dans la banque et plus vous allez avoir de fromage dans la banque finalement. Et plus elle va pouvoir avoir de quoi se nourrir. Et puis, le but, c'est que tout le monde mange, quoi. Ah, je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais en tout cas, c'est une bonne métaphore de français. Ouais, c'est sûr. Il y avait un autre point que je voulais aborder avec toi, Franck. On en a parlé ensemble quand on parlait un peu de ma situation personnelle, quand je t'avais eu en coaching sur le côté fiscalité. J'avais trouvé ton point de vue hyper intéressant sur le LMP. Euh, Comme je t'avais dit avant d'en discuter avec toi et quand j'en suis tout ce que je suivais sur les vidéos sur Internet, etc., qui, je tiens quand même à le préciser, m'ont appris énormément de choses et je pense que je ne me serais jamais lancé tout sans ce mouvement d'investisseurs immobiliers qui s'est démocratisé grâce à Internet. Mais en attendant, en suivant toutes ces vidéos-là, même d'autres formations, le LMP était un peu vu comme le mal, entre guillemets, et avec beaucoup d'inconvénients, et c'était une catastrophe si on passait en LMP, et ce qui est mon cas sur cette année. Je trouverais hyper intéressant que tu partages dans cette vidéo justement quel est ton point de vue vis-à-vis de ce statut-là. Je sais que toi, ton point de vue est que tu passes aussi LMP, c'est pas une catastrophe si énorme que ça, et je trouve intéressant que tu partages ton point de vue là-dessus. Je veux dire, il faut bien faire le buzz quelque part. C'est comme quand on a eu justement c'était quoi? C'était je sais plus comment ça s'appelle, le plan, c'était le plan de finance, le CAP 2022, un truc comme ça. C'est là que ça a été un peu, que ça a commencé toute cette histoire. C'était en 2018, où on annonçait que voilà, il y aurait la suppression de l'inscription au RCS. Et du coup, donc pour remettre un peu dans le contexte, hein, il y a trois critères pour le passage de LMNP à LMP. Il faut dépasser 23 000 euros de chiffre d'affaires annuel et il faut que le chiffre d'affaires dépasse les revenus globaux. Et il y avait, jusqu'en février 2018, je crois, un troisième critère qui était l'inscription au registre du commerce et des sociétés, le RCS. Et donc, on pouvait très bien remplir les deux premières conditions malgré soi et choisir de ne pas s'inscrire et donc de forcer le fait de rester en LMNP. Du coup, cette troisième condition a été supprimée. Ça fait que, à partir, aujourd'hui, ça dépend vraiment du chiffre d'affaires que vous allez générer avec l'immobilier. Vous pouvez passer LMP. Et c'est vrai que le statut d'LMP, comme tu le dis, il a été beaucoup critiqué comme le mal, comme tu dis, que c'est la fin du LMNP, la fin des bonnes affaires en immobilier, la fin de la bonne fiscalité, de la niche fiscale, entre guillemets. Mais je pense que on sait pas assez, enfin, certains ne seront pas assez intéressés à ce statut et aujourd'hui, il y a vraiment des avantages dans ce statut également. Alors, je sais pas si tu veux que je développe ça ou. Non, juste développer peut-être deux, trois avantages, justement, parce que je pense que c'est important aussi. On a beaucoup vu les Ouais. inconvénients de ce statut-là, mais c'est peut-être bien aussi de présenter un petit peu les avantages que peut avoir ce statut-là. Ouais, bien sûr. Bah, après, des inconvénients, il y en a aussi, bien sûr, hein, mais l'inconvénient majeur, c'est au moment du partage finalement de LMNP à LMP, où en fait tout le déficit qui avait été acquis dans le statut d'LMNP, il va rester gelé dans ce statut-là, bien différencier travaux, amortissements et déficit. Déficit, c'est vraiment la partie en dessous du zéro, donc on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais à bien différencier ça, ça ne veut pas dire que vous allez perdre tous vos travaux, que vous allez perdre tous vos amortissements, ça continue dans le statut LMP. Et ensuite, une fois que vous êtes LMP, ben, les avantages, c'est quand même deux statuts qui se ressemblent énormément. La seule différence, c'est que vous êtes professionnel du coup. Donc, la différence, ça va être au niveau de la plus-value. Vous n'allez plus être imposé à la plus-value des particuliers, mais à la plus-value des professionnels. Donc, ça peut être moins avantageux. Mais d'un autre côté, il y a plein d'autres choses qui font que ça peut être très intéressant, notamment le fait de pouvoir, le fait de pouvoir utiliser son déficit pour impacter ses revenus personnels. Donc, vous pouvez défiscaliser au travers de ce statut-là, défiscaliser. Au niveau de la revente, il y a un très gros avantage qui est, donc oui, on est à la plus-value des professionnels, on n'est plus à la plus-value des particuliers, mais sous certaines conditions, vous pouvez être totalement exonéré de plus-value après 5 ans de détention. Donc, ça, c'est juste hyper impressionnant. Aujourd'hui, il y a des choses, enfin, par exemple, on peut être exonéré sur une résidence principale, on peut être exonéré dans différentes conditions.
mais il n'y a aucune condition aussi simple que ça pour être simplement exonéré. Et là, il y a vraiment des opportunités qui s'ouvrent. Donc, je pense que la fiscalité aujourd'hui, c'est quand il y a une porte qui se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Et le, en France, on a quand même la chance d'avoir une fiscalité assez vaste. C'est un peu il y a plein de régimes fiscaux différents, etc. Et ça fait que il y a toujours un bon chemin à emprunter qui fait que ça peut être intéressant. Donc, le LMP peut être également très intéressant d'après moi. Ah, moi, je pense que l'un des avantages évidents, moi, que je voyais, qu'on avait discuté justement ensemble, c'est vraiment ce côté revendre son bien sans être taxé sur la plus-value après 5 ans, qui est juste énorme pour être en pleine revente d'un bien et devoir prochainement payer les impôts sur cette revente, alors que j'étais encore sur les plus-values particuliers. Et je me dis que c'est juste énorme si à ce moment-là, j'avais été justement à plus de 5 ans et en LMP. Ouais. Je voulais juste savoir, question aussi que je trouve hyper intéressante de poser à des experts IMO comme toi, si tu peux nous partager un peu quelle a été sur tes investissements immobiliers ta plus grosse galère ou ta plus grosse erreur que tu as fait. Ou maintenant tu te dis, j'ai vraiment merdé sur ce coup-là, ou ça a vraiment été une belle erreur, une belle connerie. Ça a été quoi, même si c'est pas forcément aussi énorme que ça de ton côté? Ouais, après, c'est relatif, c'est énorme ou pas, mais je pense que ça a été. Bon, il y en a eu plusieurs forcément, mais ça a été sûrement sur le premier bien que j'ai acheté où j'étais, ben oui, pas assez formé, pas assez accompagné, et j'étais pas assez aguerri. Et du coup, j'ai acheté un bien, j'ai voulu faire le moins cher possible, donc j'étais vraiment dans une mentalité de c'est juste du locatif de toute façon, donc on va prendre des matériaux pas chers parce qu'il faut que ça revienne le moins cher possible, etc. Là où, enfin, et un exemple très parlant, on avait une salle de bain, tu vois, j'ai recollé du carrelage sur l'ancien carrelage. Bon, encore, je vais te dire, ça passe, mais il y avait une vieille baignoire que j'ai laissée parce que c'était trop cher de changer en douche, etc. Et puis, de toute façon, c'est juste du locatif. Et là, on est 2, 3 ans après, et puis là, je me retrouve à refaire ma salle de bain, tu vois. Donc, j'ai réinvesti de l'argent dans cet appartement à peine 3 ans après parce que ben, là, ça commence à devenir déjà plus du tout aligné avec mes valeurs de l'investissement aujourd'hui, mais surtout compliqué à louer parce que le bien n'était pas assez bon, quoi. Et donc, ne pas sous-estimer les travaux. Je pense que c'est vraiment cette leçon que j'en ai retenue. Là où vous faites la bonne affaire, c'est pas en négociant les travaux, c'est en négociant le prix d'achat, quoi. La bonne affaire se fait toujours à l'achat et tout ce qui vient après l'achat, ça reste de l'optimisation, du bricolage, quoi, pour ça. Et je vois trop de personnes qui se rassurent en disant ouais, mais de toute façon, je vais faire du LMNP. Ouais, mais de toute façon, je vais faire les travaux moi-même. De toute façon, je vais faire ça. Et du coup, ils essayent de rentrer le maximum dans leur rentabilité. Mais vous êtes en train d'optimiser au mauvais endroit, en fait. C'est à l'achat qu'il fallait bien acheter, quoi. Ouais, je pense que c'est un truc basique, mais qui est pourtant bon de répéter, que la plus-value se fait vraiment à l'achat finalement. La plus-value, elle se fait vraiment dès le début, dès l'achat. Euh, Ouais. une dernière question qui est vraiment d'actualité, c'est pareil, sur Internet, on entend beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'heure actuelle sur le marché immobilier avec la crise sanitaire, etc. Je trouve hyper intéressant que tu partages ton avis, toi, justement là-dessus. On voit que l'immobilier a continué à monter. Certains annoncent qu'en 2021, le marché va complètement chuter, qu'on est dans une bulle immobilière. C'est quoi un petit peu ton point de vue à l'heure actuelle là, sur ce qui pourrait potentiellement se passer sur les 6, 12 prochains mois? L'idée étant vraiment pas de se faire passer pour Madame Irma, mais juste de simplement te dire son avis en fait sur ce que tu penses des 12 prochains mois qui pourraient se passer en immobilier. Ouais. Euh, j'ai pas envie de. Enfin, je vais te donner mon avis, mais j'ai pas envie de me prononcer plus que ça parce que, de un, je pense que il y a des éléments qui font que. Il y a des éléments qui disent clairement que oui, l'immobilier risque de chuter. Il y a d'autres éléments qui disent que non, au contraire, ça va continuer d'augmenter. Donc, je pense qu'il est trop tôt encore. Et je vois beaucoup de spécialistes qui essayent de prédire l'avenir et puis de spéculer en fait. Je pense que c'est vraiment compliqué et trop tôt pour le dire. Maintenant, je ne pense pas non plus que ça va être tout blanc, tout noir. Tu vois, je ne pense pas qu'on va parler de montée ou de baisse tout simplement parce que
le marché français est quand même vaste. Il y a différents marchés, donc il faut déjà différencier tout ce qui est habitation, professionnel, etc. Et ensuite, il faut aussi différencier les secteurs. Ce n'est pas parce que ça va baisser dans un secteur que ça va forcément baisser dans l'autre. Et je pense là où il y a vraiment une différence qui va se faire, c'est entre les grandes villes et les plus petites villes et les provinces. C'est vraiment mon avis, mais aujourd'hui, le confinement, enfin les confinements pour le coup, ça a créé, enfin, et puis la crise et tout ça, ça a créé quand même une envie des gens de s'expatrier, enfin de sortir un petit peu plus des villes, qui est complètement le contraire de ce qui était fait jusque-là. Enfin, depuis les années, je sais pas, 70-80, les gens, même avant, les gens allaient vers les villes justement. Et finalement, enfin, il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de prix qui ont chuté en province justement parce que les gens désertaient les provinces. Euh, Aujourd'hui, on a plus. Enfin, je pense pas que ça va forcément s'inverser brutalement comme ça, mais on aura une tendance de gens qui vont revenir vers la campagne, enfin, je dis campagne, mais ça peut être les plus petites villes, hein, de 50, 100 000 habitants. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les grandes villes, notamment Paris, Lyon, Bordeaux, des villes qui prennent beaucoup de valeur, elles ne vont pas forcément perdre en valeur, mais en tout cas, la vitesse de croissance va un peu se ralentir. Euh, Notamment, enfin, on a des villes comme Bordeaux qui ont explosé lors de ces dernières années. Je pense que ça va un peu se ralentir parce que voilà, le télétravail, le fait que les gens, enfin, quelqu'un qui était confiné 2 fois dans un studio de 20 mètres carrés à Paris, je pense qu'il va quand même se poser des questions et qu'il va peut-être quand même vouloir aller vers autre chose. Donc, ça, voilà, je pense qu'il y a la mentalité des gens et puis le confinement, la crise nous a fait découvrir d'autres choses et je pense que ça va se ressentir un peu sur les prix. Donc maintenant, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser? C'est encore une fois, j'ai aucun avis dessus en fait. Je pense juste que c'est pas tout blanc, tout noir et que ça va être nuancé et que encore une fois, il y a des opportunités partout. Dans chaque montée du marché, dans chaque baisse du marché, il y a des opportunités. Ah, je Voilà. pense que tu as soulevé un point important sur le côté comportement des gens. Je pense que c'est clairement eux qui vont influencer les grandes tendances qui vont se dégager à l'avenir sur le marché immobilier finalement. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, l'immobilier, ça a quand même, enfin, l'élément finalement qui est un peu contre ça et qui dit que le marché pourrait baisser, c'est le fait que on avait toujours finalement un écart assez constant entre le revenu moyen des gens et le prix de l'immobilier. Et aujourd'hui, le revenu moyen des gens, il a augmenté très légèrement. Et par contre, le prix de l'immobilier, il s'est placé là. Donc aujourd'hui, on a un gros écart entre le prix de l'immobilier et le revenu moyen des Français par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et, mais ça s'explique aussi justement par la baisse des taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens gagnent, enfin, ils gagnent mieux, mais ils ne gagnent pas autant que ce qu'ils gagnaient peut-être il y a 20 ans par rapport au prix de l'immobilier. Par contre, aujourd'hui, grâce aux taux bas, etc., ils ont quand même la possibilité d'acheter. Donc, ce qui pourrait donner une baisse des prix, ce serait une remontée des taux, par exemple. Si les taux remontent, l'immobilier est cher, beaucoup de personnes ne seraient plus en capacité d'acheter. Et je ne parle pas que de l'investissement, je parle de résidence principale avant tout. Donc, ça pourrait éventuellement donner une, une baisse des prix, quoi. C'est un élément. Mais Ouais, après, il y a plein d'autres éléments qui pourraient dire que ça continue de monter, quoi, tout simplement. ouais, complètement. Mais c'est une accumulation d'éléments et comme tu l'as dit, je pense que pour le moment, c'est beaucoup trop tôt en fait pour juger de concrètement ce qui va se passer ou non. Je te remercie beaucoup, Franck, pour tout ce que tu as partagé là. Ça fait une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Est-ce que je trouve hyper intéressant, tu as quand même démarré hyper jeune et tu es encore hyper jeune au final sur l'immobilier. Si c'est des jeunes plus qui nous écoutent, si c'était un jeune de 20 ans, est-ce que tu aurais un dernier message à lui partager justement, que ce soit sur le patrimoine ou sur comment gérer justement ses finances pour terminer cette interview? Euh, ouais, je pense que pour un jeune et même pour un vieux, hein, j'ai envie de te dire, t'es jamais assez formé en fait. Il y a toujours plus de connaissances à acquérir. Moi-même, je continue continuellement de me former. Toi aussi, je le sais. Euh, voilà, se former, je vais pas m'arrêter là en disant juste forme-toi, mais vraiment prendre un maximum de connaissances. Et après, voilà, si on parle d'investissement,
bah, la puissance des intérêts composés, c'est que bah, plus tu mets des actions tôt en place et ben, plus vite tu en profiteras. Donc, plus tôt tu plantes tes graines et plus vite tu profiteras de tes fruits. Donc, celui qui plante ses graines à 20 ans en profitera avant que celui qui plante ses graines à 40 ou à 60 ans. Donc, je pense que voilà, il faut pas perdre de temps, mais en même temps, il ne faut pas non plus se mettre la pression par rapport à toute la folie un peu qu'on peut voir sur Internet, etc. Et c'est pas parce que, de toute façon, moi j'étais beaucoup comme ça, tu vois, j'étais tout le temps en train de me comparer, et puis, lui, il a un bien plus que moi, il faut que j'achète encore un bien, mais en fait, il y en a un qui en a trois de plus que moi, lui, il gagne plus que moi, enfin, il y aura toujours quelqu'un qui sera supérieur que vous, il y aura toujours l'herbe qui sera plus verte chez le voisin, donc à un moment, il faut juste se poser et se demander qu'est-ce qu'il me faut à moi finalement pour être heureux et puis pour me sentir accompli, quels sont mes objectifs à moi et pas mes objectifs par rapport à un autre. Et donc tout faire pour aller dans cette direction et surtout laisser personne dire que c'est pas possible, quoi, parce que ceux qui te disent que c'est pas possible, ils n'ont pas tes objectifs, ils n'ont pas ta vie, donc, et souvent ils sont pas beaucoup plus avancés. Ouais, je pense que c'est une très bonne conclusion qui concerne aussi bien l'immobilier que pour tout le reste des différents projets que vous pouvez avoir dans la vie finalement et de garder vos propres objectifs. Je pense que moi aussi pendant très très longtemps j'ai été, et je peux l'être encore même encore peut-être un peu maintenant, sur ce côté comparaison à se dire ah lui a plus de cash flow que moi, ah lui a plus de biens que moi et je peux faire encore plus, étant vachement dans le côté atteinte d'objectifs. Alors que c'est bon des fois de se recentrer simplement sur ses objectifs et je pense sur aussi, on n'en parle pas beaucoup et on pourrait en parler encore pendant des heures, mais sur ce ratio avantage-inconvénient qu'on est prêt à encaisser pendant le processus, il n'est pas du tout le même. Enfin, il est différent en fait chez chacun d'entre nous, clairement. Exactement. Merci beaucoup, Franck, pour cette interview. Et puis, on mettra tes liens directement de Immobilion juste en dessous cette vidéo. Et à très bientôt. Super, merci à toi. Ciao.